Je pense que la différence principale, et ce qui est vraiment une très bonne chose de YC, c'est l'obsession d'avoir du momentum chaque semaine, de signer des clients, d'avoir du revenu, d'avoir des gens qui utilisent ton... Et il y a beaucoup moins une obsession du beau produit, nickel, avec une UX parfaite. Au contraire. J'ai remarqué que YC investissait beaucoup plus dans des founders qui avaient un certain avantage sur le go-to-market, qui étaient des gens qui avaient des communautés TikTok ou des chaînes YouTube, en se disant la barrière à l'entrée, finalement, maintenant, elle bascule un peu plus sur comment est-ce que tu distribues le produit. C'est-à-dire de plus en plus simple de créer un produit, mais comment est-ce que tu le distribues ? Tu vois, quand tu me dis est-ce que les boîtes YC utilisent de l'IA, je trouve que c'est la question, est-ce que je demande aux founders si j'utilise de l'IA ? La question me serait même pas venue à l'esprit, à tel point c'est évident aujourd'hui. C'est comme si je leur demandais est-ce que vous codez sur un IDE ou est-ce que vous codez sur papier, quoi. Et je me rends compte parfois quand je parle à des startups françaises que c'est pas le cas. 6,5%, c'est le taux de conversion des boîtes YC en unicorn. Toi, tu disais que du coup, il y avait encore une sélection de ta part dessus parce que tu n'investis pas dans toutes les boîtes. C'est 600 boîtes par an, donc je ne les fais pas toutes. Comment tu sélectionnes, comment tu identifies les boîtes qui te semblent avoir le plus de potentiel ? Avant de passer à l'épisode, je voulais te parler d'une stat très importante à mes yeux. 60% des auditeurs réguliers de ce podcast ne sont pas abonnés. Ça paraît futile, mais ça a une grande répercussion sur la visibilité de tous mes contenus. Je compte bien continuer à interviewer les profils les plus influents de l'écosystème produit et tech pour t'apporter de la valeur. Donc si tu veux me soutenir dans cette démarche, tu peux t'abonner et activer la cloche sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Robin, content de te voir. Chirano, je te connaissais pas en fait, et donc quand je t'avais contacté, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, je t'avais pingé en me disant je viens à San Francisco, c'est ma première fois, tout le monde me dit qu'il faut que je te rencontre, tu m'as dit écoutez les gars, vous êtes un bus de 50 à venir, moi là j'ai trop de rendez-vous, promis on se revoit une prochaine fois, mais voilà, la prochaine fois elle est arrivée 11 mois plus tard, quoi. Exact. Tu te souvenais pas ? Ouais, si, ça vient de me revenir effectivement. Je me suis fait piquer, en fait, il y avait tout Exa qui venait d'un coup. Et je me suis fait pinguer par 12 personnes différentes. À un moment, je me suis dit, mais coordonnez-vous, les gars. Ouais, c'est exactement le mot que tu as utilisé. Au même moment, quoi. Si vous voulez, c'est très marrant. Robin, toi, moi j'avais entendu parler de toi il y a des années déjà, puisque tu avais cofondé une boîte qui s'appelait HireSuite. Tu avais fait YC de mémoire, tu avais Apply et tu étais un YC alumni, je pense que c'est comme ça que vous dites. Et donc, tu es resté dans la vallée ou tu es reparti en France entre les deux ? Comment ça s'est passé ? On a fait YC, donc on a créé la boîte en 2016. On a fait YC en 2020, ce qui est assez tard pour une boîte YC. Ça faisait 4 ans qu'on faisait... Ah oui, 4 ans après la création de la boîte. Ouais. Et ils prennent encore des boîtes à ce stade Et ils prennent encore des boîtes à ce stade, ouais. Assez, Et donc j'ai déménagé ici. En fait, je suis rentré en France la veille du confinement. Ils ont annoncé le confinement. C'était tout un bordel avec YC. Ils ont passé le Demo Day en remote. Tu sais, on recevait les messages sur les tanks qui arrivaient dans Paris et tout. Donc on a pris vraiment un avion à l'aéroport. On est rentré. Ils ont annoncé le confinement dans l'avion. Tu as fait le batch d'avant, toi. Est-ce qu'il y a eu un batch confiné, c'est-à-dire à remote, que Photoroom a fait à partir de ça, nous, on a fait... alors Photoroom, ils étaient dans notre batch. Okay. Et ils ont décalé pour faire le batch d'après parce qu'il y a eu un problème de visa. Et donc, nous, on a fait ce batch-là. C'était encore en personne, mais ils ont basculé tout en remote 2 semaines avant la fin du batch. Et ensuite, pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, tout était en remote. Donc on a été un peu le dernier batch en personne avant qu'ils remettent en personne récemment. Okay. Et donc je suis rentré en France à ce moment-là et j'ai rebougé en France en 2022 pour HireSuite et j'ai ensuite quitté HireSuite début 2024 et HireSuite existe encore et marche très bien, mais on s'est reconcentré sur la France. Et donc depuis 2022, je suis ici aux US à San Francisco. Et ici, ok. Pourquoi ce choix ? Pourquoi le choix de quitter la boîte ? Non, ça pourrait être une question en effet, mais là, la question portait plutôt de San Francisco sur San Francisco. En plus, les deux choix sont assez liés. L'avenir de la boîte avait plus de sens en France, et donc il y avait un peu une question de moi continuer en France versus rester aux US. Et j'adore SF, quoi. Je me plais trop ici. Je trouve qu'il y a déjà la tech depuis 3 ans, c'est incroyable, et il y a une énergie absolument dingue. La vie perso à côté, c'est génial. Je trouve que la vie est super équilibrée. Il y a de la nature, il fait beau tout le temps. Enfin, tu vois, la montagne. Donc je me régale, ça me plaît beaucoup ici. Et je pense aussi, un effet que j'avais vraiment sous-estimé, c'est la puissance de l'écosystème et à quel point, quand tu es dans un bon écosystème, il te porte. Et tu vois, Batch Ventures, ce que j'ai fait donc après HireSuite, j'aurais jamais pu faire ça depuis la France. Tu vois, c'est vraiment l'opportunité d'être ici, d'être au cœur un peu du réacteur qui m'a donné cette opportunité. Donc j'adore ça. Et j'avais complètement sous-estimé la puissance de ton environnement, et je le sais, mais le vivre, c'est incroyable. Et quand tu es ici, que tu vis cette énergie, ce truc, je pense que tu l'as senti toi aussi cette semaine,
tu dis mais c'est incroyable, quoi. Je pourrais être nulle part ailleurs, surtout si tu travailles dans la tech et que tu apprécies faire du sport, être dehors et prendre le soleil, quoi. C'est le seul endroit au monde où tu peux faire ça. Ouais. Voilà. Donc je comprends mes choix. Et qu'est-ce qui fait que tu aurais pu aussi remonter une boîte par exemple? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'investir? C'est pas impossible que je remonte une boîte un jour. Je pense que donc à AirSwitch, j'y suis resté 8 ans en tant que CEO. C'était une grosse période. Et en même temps, mon apprentissage, c'est que vraiment, quand tu bosses sur une boîte, il faut vraiment y passer 8 à 10 ans pour avoir les premiers, pas les premiers résultats, mais que c'est vraiment une bonne période à avoir en tête. Et je pense que chaque année, en fait, avec AirSwitch, et encore là, la dernière année après mon départ, on crée plus de valeur dans la dernière année que dans les X années précédentes. Tu vois. Donc il y a un vrai effet de campagne qui est très fort. Et donc je ne me sentais pas de relancer immédiatement une boîte après AirSwitch. Je me suis dit au début que j'allais faire le fonds un peu comme une parenthèse. Donc j'ai fait ça le premier fonds Summer 24. C'était un peu une expérimentation, ça m'a beaucoup plu, j'ai continué. Là, je vois aussi ce fonds-là, Badge Ventures, comme une boîte et comme un projet entrepreneurial que je suis en train de structurer. Donc, on a lancé un premier fonds qui était consacré à Y Combinator. On a lancé un deuxième qu'on appelle le CTO Fund, où il y a des CTO de grosses startups de la Silicon Valley qui sont investisseurs dans le fonds et qui nous aident à sourcer et évaluer les deals. Donc, voilà, je réfléchis à ça. Je vois vraiment, en tout cas, ce qui me plaît dans Badge Ventures, c'est le côté entrepreneurial et l'investissement, c'est génial. Mais c'est différent de créer ta boîte et de créer ton expérience. Et ce qui me plaît beaucoup avec Badge Ventures, c'est aussi le 0 to 1 de créer. C'est pas impossible que je structure vraiment Badge Ventures. Peut-être que je m'en désengage à un moment et que ça continue à tourner en tant que fonds ou pas, que je relance une autre boîte, ou alors que Badge Ventures ce soit ma boîte en réfléchissant à comment est-ce que je peux scaler ça, quoi. Toutes les options sont ouvertes pour l'instant, quoi. Carrément. Ok, donc Badge Ventures, ça c'est ce que tu lances, donc c'est le fonds dont tu parles. Ouais. La première version, tu dis, c'est la version YC, Summer 24, donc été 2024. C'est quoi la thèse du coup? C'est que tu vas investir que dans des boîtes YC qui viennent de passer la cohorte, c'est ça? La thèse, c'est que YC, c'est le meilleur accélérateur du monde. Tu peux le découvrir plein de fois dans ton podcast. Il y a un taux de conversion unicorn de 6,5%. Le bottom quartile, les bottom 25% des investisseurs YC font x3 en moyenne, ce qui est le top 25% des investisseurs en VC aux US. Donc la thèse, c'est ça. Et moi, j'ai cet accès privilégié à YC en étant à la fois un ancien, en étant dans tous les réseaux, en étant sur place, etc., qui me permet de parler aux boîtes très tôt. Et ça, c'est déjà un truc que j'avais en tête depuis un moment. Et je me disais, je vois plein d'opportunités. Je n'ai pas l'argent, moi, pour investir, pour mettre autant que ce que je voudrais. Donc, je faisais un peu d'angel investing, mais pas énorme. Et donc, je me suis dit, j'ai cet accès, j'ai ce deal flow, j'ai cet accès à des boîtes. Comment est-ce que je structure ça? Et donc, j'ai décidé de faire un fonds plutôt que faire des SPVs, ce qui me permet aussi d'être plus rapide, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Ouais. Et donc la thèse pour les investisseurs dans le fonds, parce que j'ai des investisseurs externes qui investissent dans le fonds, la thèse pour eux, c'est je vous permets d'investir dans le top 10% des boîtes de YC. Donc YC en moyenne, il y a un taux de conversion de 6,5% en unicorn. Si je fais bien mon travail, à voir, on verra dans le temps, mais si je fais bien mon travail, peut-être que j'aurai un taux de conversion de 10 en 15%, et donc sur les 60 boîtes dans lesquelles j'investis par an, j'en aurai peut-être 6 à 15 qui seront des unicorns. Et économiquement, alors c'est un peu grossier comme manière de réfléchir, mais chaque fois que j'ai une unicorn dans mon fonds, ça retourne à peu près une fois le fonds. Donc si j'en ai 6, ça fait 6 fois sur le fonds, 15, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi, sans imaginer qu'il puisse y avoir une méga unicorn comme OpenAI qui fait 500 milliards, ou même Stripe, Airbnb, etc. C'est une sorte de scénario un peu conservateur. Donc c'est ça la thèse principale du fonds et la manière dont je réfléchis. Et c'est aussi pour ça que j'ai une approche qui est un peu plus volumique, puisque j'investis dans les 12 derniers mois, j'investis dans 70 boîtes. En disant individuellement, c'est super dur. Je ne sais pas comment les gens font pour dire, d'ailleurs personne n'y arrive vraiment, de dire, cette boîte a 80% de chances de réussir. Tu ne sais pas, mais c'est plutôt dans l'agrégat. Si j'investis dans 70 boîtes, je pense qu'il y en a 15% qui vont devenir des énormes succès. Et le fait aussi d'investir des petits tickets, ça permet de rentrer dans toutes les boîtes. Et ça, c'est un autre truc. Donc je parle au tout début, je me positionne plutôt comme un super angel, plutôt comme un fonds. Donc c'est beaucoup de relations personnelles. Et ça permet de prendre des décisions en 24 heures, de rentrer dans toutes les boîtes, y compris les tours les plus compétitifs. Et ensuite, YC a une sorte de database interne des investisseurs où les startups peuvent évaluer les différents investisseurs. Donc là, tu as des évaluations. Et le fait d'être rapide, d'être proche des investisseurs, etc., ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des super évaluations. Et c'est un cercle qui s'auto-nourrit et qui permet de rentrer dans encore plus de deals, etc. Donc ça, c'est la thèse. Il faudra en reparler dans 5 à 10 ans, voir si ça marche. Ouais, parce que YC a quand même considérablement augmenté le volume de boîtes prises dans les cohortes, notamment parce que
je sais pas quand ça a commencé, mais j'ai l'impression que le volume a monté au niveau du Covid, comme il y avait pas mal de remote. Ouais. Peut-être que je me plante, hein, je connais pas bien Non. le volume. Et ça veut peut-être dire aussi que du coup, le niveau de sélection mathématiquement baisse un peu. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à tenir les 6% de conversion en unicorn avec ce volume-là? Est-ce qu'ils ont... Tu as des infos sur le fait qu'ils vont resserrer cette sélection? C'est une bonne question. Alors donc, après le batch qu'on a fait, nous, donc hiver 2020, ils sont passés en remote et ils ont explosé la taille des batchs. Je crois que nous, on était peut-être quelque chose comme 200 boîtes ou 150 boîtes dans notre batch et ils sont passés à 400 boîtes par batch. Il y avait 1000 boîtes par an qui faisaient YC et en plus en remote. Et toute la thèse, c'était le fait de mettre en remote, ça permet d'ouvrir et d'avoir des startups à d'autres endroits, etc. La réalité, c'est que ça n'a pas du tout marché. Donc, il y a eu un peu une génération perdue qui, en plus, a coïncidé au moment où il y avait les taux d'intérêt extrêmement bas, post-Covid, infusion de cash, et donc les valos ont augmenté. Donc, baisse du niveau de sélection, valos qui ont augmenté. Et je pense que ces vintage-là vont pas être exceptionnels. Après, ils ont resserré. Et là, ils sont en train effectivement de remonter. Donc, l'année dernière, en 2024, il y avait 500 boîtes qui étaient séparées sur 2 batchs. Non, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Mais il y avait 500, peut-être 70 boîtes et qui ont été à la base séparées sur 2 batchs. Et ensuite, ils en ont rajouté un 3e à l'automne 2024. Et depuis cette année, ils font 4 batchs par an. Donc, tous les trimestres, il y a un batch versus avant, un tous les 6 mois. Et ils ont augmenté effectivement, mais plus légèrement la taille des batchs. Et ce qui fait que maintenant, il y a plutôt 600 startups par an. Est-ce que le niveau de conversion va rester le même? C'est une grosse hypothèse. D'un côté, ils baissent le niveau de sélection, je pense que c'est sûr. D'un autre côté, il y a aussi il y a une vraie génération là, de boîtes qui se lancent. Et le deal flow de YC est vraiment impressionnant. Tu vois, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y a un gars qui a fait une IPO avant, une boîte qui est maintenant valorisée 4 milliards, donc public côté liquide, qui fait du quantum du quantum computing, qui relance une boîte de quantum, qui passe par YC. Il y a beaucoup de repeat funders, de gens qui ont eu déjà des exits. Un autre funder qui a vendu sa toute première boîte dans les années 2010 à Google, qui est devenu Google Slides, et ensuite qui a l'idée Google Suite. Donc, il y a beaucoup plus de funders expérimentés, je pense, qu'avant ce qu'on voyait. Je pense que de manière générale, depuis 1 an et demi, il y a aussi beaucoup plus de founders, de gens qui se lancent avec, en particulier ici, ce côté, c'est peut-être la dernière fois où on pourra faire de l'entrepreneuriat et on va créer des choses. Et ensuite, quand il y aura AGI, tout sera verrouillé et sera plus possible. Et par ailleurs, il y a aussi une énorme vague, une énorme bulle d'innovation qui capte très rapidement des budgets d'entreprise avec des boîtes qui font très rapidement du revenu. Donc tout dans l'ensemble fait que moi je suis très optimiste. J'ai peut-être tort, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, il y a des raisons d'être pessimiste. Et sur YC en particulier, il y a un effet d'entraînement qui est très fort, quoi. Et là, ils ont une brand. Depuis 2 ans, ils ont ramené tout le monde en personne. C'est extrêmement fort. Ce qui parfois m'inquiète un peu dans le sens où je me dis est-ce que c'est même pas devenu trop mainstream dans un sens. Mais bon, la réalité, c'est qu'ils ont vraiment des bons founders et des bonnes équipes. Et que c'est de mieux en mieux batch après batch. Tu vois, il y a 1 an, la meilleure boîte du batch de Summer 24, quand j'ai commencé à investir, faisait à peu près 1 million de revenus. Et ça, c'était assez consistant pour les 3 autres batchs suivants. Après la cohorte, tu veux dire? Ouais, à la fin de la cohorte. Ils faisaient 1 million de revenus. Ils commencent à zéro Non, la plupart commencent... il y a des boîtes, ça fait 2 ans, et des ans qu'elles ont commencé. Il y en a, ça fait 1 an. Cette boîte-là qui faisait 1 million, je sais plus. Il y en a quelques-unes, tu vois, qui étaient entre 800K et 1,2 million, on va dire. Ouais. Aucune n'avait vraiment commencé de zéro, je pense, lors du premier jour de YC. La plupart, ça faisait 6 ou 9 mois minimum. Dans le dernier batch, Summer 25, là, il y a 5 boîtes qui font plus de 1 million de revenus. Donc, tu vois, il y a 5 boîtes. Si tu ranks le top des boîtes en termes de revenus sur les 12 derniers mois, les 5 premières sont dans le dernier batch. Dingue. Donc, voilà. Après, je pense que le top des boîtes est meilleur qu'avant. Donc, tu vois, le fait qu'il y en ait 600, en réalité, peut-être qu'effectivement, le taux de conversion va diminuer. Peut-être que ça ne va pas être 6,5%, mais ça va diminuer à 5%. Mais le top des meilleurs devient vraiment meilleur aussi. Donc, tu disais tout à l'heure que tu investis des petits tickets, ça veut dire quoi? $100 000 par boîte. Par boîte? Ouais. YC injecte quoi quand ils prennent... YC injecte 175 en échange de 7% de ta boîte sur leur instrument qu'ils ont créé qui s'appelle le SAFE, qui est une sorte en français, c'est l'équivalent du BSAR. Donc ils prennent 175 000 pour 7%, et ensuite ils ont une autre note qui est
un safe qu'ils appellent la Most Favored Nation. Donc ça, c'est une nouvelle clause qu'ils ont insérée depuis 2 ans, qui est en gros la valorisation la plus basse des safes que tu auras lors de Demo Day. D'accord. Donc ça rentre comme un investisseur Demo Day. Au total, ça fait 500 000. Je me souviens plus si c'est exactement 125, 375 ou 150, 350, un truc comme ça, mais au total, ça fait 500 000 $. Et tes investisseurs, c'est qui Donc il y a 2 fonds, il y a, j'imagine, 2 typologies d'investisseurs. Ouais, il y a 2 fonds. Donc en fait, je suis là, ça fait même c'est le 3e fonds. Donc le premier fonds, c'était Summer 24. Il faisait 1,5 million. C'était essentiellement des friends and families and des gens, des entrepreneurs, tu vois, business angel, essentiellement en France. Franchement, le premier fonds, c'était 95% français, avec cette thèse d'accéder au deal flow US que tu n'aurais pas forcément en France. Le deuxième fonds, YC, qui fait là 5 millions, c'est la même chose. C'est essentiellement les investisseurs du premier qui ont remis, qui ont fait des intros à leurs potes. C'est assez un peu sous le radar, je communique, mais très légèrement. Et on a lancé un autre fonds donc avec Quang, qui est le CTO Fund. Celui-ci fait 8 millions, et là, c'est des CTO qui investissent. On a quelques investisseurs de mon autre fonds, mais on voulait le garder petit, donc assez peu. Et un gros fonds de fonds américain aussi. Okay. Quang, qui est l'ancien cofondateur de Plateau, qui exactement, a vendu à Coda, et qui vient de monter une boîte qui s'appelle Vibe. Alors, c'est marrant, il y avait un Vibe avec un Y aussi en France, mais qui est morte maintenant. Ouais. Et donc avec qui tu as monté, donc j'imagine qu'il avait une communauté où beaucoup de connexions dans le milieu engineering. Exactement. Plateau, c'était une plateforme de mentorship en gros, tu étais une entreprise, tu voulais faire mentorer tes équipes ingénieurs et produits d'ailleurs, je crois à un moment, par des CPO, des head of product, des head of engineering. À la base, c'était surtout moi je connaissais la partie CTO, VP engineering, etc. Et donc ils avaient une grosse communauté, ils organisaient beaucoup de dîners. Donc lui, il avait déjà cette communauté, et c'est cette communauté-là qui a investi dans le fonds. Excellent. Et donc ça, donc deuxième fonds, donc ça c'était des investisseurs. Tu disais aussi, donc on a parlé tout à l'heure, on a fait un peu de maths, tu disais 6,5% c'est le taux de conversion des boîtes YC en unicorn. Toi tu disais que du coup il y avait encore une sélection de ta part dessus, parce que tu n'investis pas dans toutes les boîtes, c'est 600 boîtes par an, donc tu ne les fais pas toutes. Comment tu sélectionnes, comment tu identifies les boîtes qui te semblent avoir le plus de potentiel? Ouais, c'est super dur, et puis en plus j'ai toujours du mal, même quand j'écoute des podcasts d'investisseurs et tout, parce que la réalité c'est que c'est très difficile de savoir, et tu sais jamais, mais c'est le cas encore plus en venture, si les gens ont eu de la chance et après coup ils te racontent l'histoire. Mais tu percutes sur un truc, en plus tu te décides très vite, donc il y a forcément un truc que tu as. Alors ceci dit, comme moi ma thèse c'est d'investir dans le top 10%, en fait c'est essentiellement de la B-thèse, donc je regarde tu vois, les fondateurs, l'équipe, le marché, le produit, le go-to-market et le revenu. T'as le temps de tout regarder un peu près? Bah ouais. Tu fais une évaluation, enfin tu fais un appel avec les founders, donc tu évalues les founders, tu testes le produit ou pas, si le produit n'a pas forcément de sens, ou tu vois, parfois il n'y a pas du tout de produit. Go-to-market, tu leur fais confiance sur les chiffres, mais l'avantage de YC, c'est que c'est quand même une high trust community, et donc en théorie, il n'y a pas d'arnaque ou de faux chiffres. Il y a des chiffres qui sont exagérés, donc il y a des manières de les exagérer, ça pareil, il faut connaître, mais voilà. Et ensuite, je fais beaucoup de prises de ref dans le batch, entre les batchmates, parce que comme j'investis dans d'autres boîtes, ou alors des anciens, ou les autres personnes qui investissent aussi dans YC, parce que c'est un petit milieu. Et donc voilà, je pense que pour la moitié des boîtes dans lesquelles j'investis, je dis que c'est le top 10%, la réalité c'est que c'est mon top 10%, une autre personne en aurait un autre, mais on partagerait probablement 50% des boîtes. Il y en a où c'est assez évident. Parce que tu vois, c'est une exécution vraiment qui bluffe immédiatement, où les founders ont une super expérience, un truc qui est parfaitement pertinent. Tu vois, des gens. J'ai fait un investissement dans une boîte où c'est 2 cofondateurs qui ont créé une agence de voyage digitale qui fait 20 millions de revenus, qui relance une boîte pour faire des voice agents dans le travel pour les acteurs donc connaissance de l'industrie, ils ont déjà fait du revenu, ils ont déjà créé une boîte. Pour moi, c'est évident, et ça, je donne une réponse immédiatement. Et puis après, il y en a certaines où c'est vraiment t'hésites, et puis parfois tu passes et tu le regrettes après. Où tu t'investis et tu es un peu entre les deux, quoi. C'est super difficile. Tu as beaucoup de personnes où tu dis c'est juste les founders sont très bons, le produit a l'air bon, mais tu as un truc qui te va pas, ou alors tu sais pas, t'arrives pas à prendre une décision, et généralement quand j'arrive pas à prendre une décision, c'est un tu doutes, quoi, donc c'est un no-go. Ouais. Tu regrettes qui comme boîte? C'est une boîte récente, j'imagine, comme ton activité récente, mais est-ce que je regrette une boîte YC que j'ai passée il y a 1 an, qui fait maintenant, je pense qu'ils communiquent dessus, donc je pense que je peux le dire, enfin je veux pas dire le nom de la boîte, mais en gros ils sont passés de 1 à 10 millions de revenus, et c'est dans la crypto, et
tu vois, je voyais pas trop le use case, je voyais pas le truc. C'est des gens crypto dans un pays émergent, etc. Et je leur ai même pas parlé, je les ai même pas sélectionnés. Et ouais, forcément, quand tu vois qu'une boîte explose comme ça, tu dis qu'est-ce que j'ai manqué, quoi. Bon, tu vas tout donc, connaître non plus, mais et juste que je comprends, tu dis 24 heures, c'est-à-dire que j'imagine que donc il y a un démo day à YC qui est donc ce fameux jour, je pense que c'est une journée, tu vas me dire, où globalement le but de la démo c'est que il y a une démonstration du produit, c'est un peu l'officialisation devant les investisseurs, et donc c'est le moment là où vous devez investir. Il y a un délai aussi pour lequel vous devez prendre position, c'est ça? Non. Non, il n'y a pas ça. Non, en gros, la manière dont ça se passe, donc, tu vois, sur un batch de 3 mois qui, par exemple, commence en septembre, ça dure 12 semaines, ou 10 semaines, je crois, et ça se termine par Demo Day. Demo Day, les gens vont sur scène, présentent leur boîte en 1 minute, donc c'est super court, tu peux même pas montrer le produit, tu as juste une slide avec 5 bullet points, et là, la salle est remplie, il y a 500 investisseurs qui ont une application et qui peuvent faire like, I want to invest, et si I want to invest, ils sont connectés, après ils peuvent parler. Et après, tu peux aller leur parler dans les couloirs, etc. On a beaucoup d'énergie. Ça, c'est Demo Day. 3 jours avant, donc le Demo Day, c'est le mercredi. 3 jours avant, le dimanche, il y a Alumni Demo Day, qui est la même chose, mais une sorte de répétition générale, uniquement pour les alumni de YC. Donc toi, tu arrives là-dessus. Donc moi, en fait, même j'arrive... Donc ça, c'est Alumni Demo Day. Et avant, Paul Graham disait il faut investir uniquement... Enfin, en tant que founder, tu ne parles pas à des investisseurs avant Demo Day. La réalité, c'est que maintenant, la nouvelle guideline, c'est de parler des investisseurs 2 semaines avant Demo Day. Donc le lundi, 2 semaines avant Demo Day. Donc là, ils lancent... Et ils disent, c'est maintenant qu'il faut investir parce que sinon, à Demo Day, je vais avoir plein d'investisseurs, donc je vais vous faire rentrer. Tu vois, tu as un peu un jeu comme ça qui permet de t'assurer que d'arriver à Demo Day, tu es déjà en situation de force parce que tu as levé. Et moi, je parle aux boîtes la plupart du temps 3 à 4 jours avant ce lundi-là. Parce qu'il y a un peu tout un jeu de créer du momentum. Donc, les boîtes dans lesquelles j'investis, comme je donne une réponse très rapide, elles lancent leurs 2 semaines avant Demo Day avec déjà de l'investissement. Ils disent, Robin Scheuil a déjà investi et d'autres personnes. Je ne suis pas le seul à faire ça, il y en a d'autres qui font ça. Là, ils parlent à des investisseurs. Là, les investisseurs se disent, OK, j'ai 2 semaines pour signer, sinon il y a Demo Day qui arrive et ça va être public à tout le monde. Et donc, ça crée un peu ce momentum et ce truc-là. Et ce qui fait que, tu vois, aujourd'hui, 30 à 50% des boîtes qui arrivent à Demo Day ont déjà levé et n'ont plus du tout de place pour des investisseurs. Et comment tu as accès aussitôt, toi? Je leur écris. J'écris directement. C'est déjà les boîtes qui ont la cohorte? Ouais, du coup, par le réseau interne des anciens. Qui est vraiment un site internet, quoi. Il s'appelle Bookface. Okay. T'as une espèce de LinkedIn, t'as un Reddit, t'as plein de trucs internes. Tu vois toutes les boîtes, donc je les contacte, je leur parle. Et c'est aussi une connaissance fine du timing qui change. Tu vois, d'un batch à l'autre, ça peut changer. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut se positionner. Peut-être que du coup, là, dans ce batch-là, ils vont dire arrêtez les conneries, arrêtez de parler 3 jours avant, 2 semaines avant le truc. Maintenant, c'est 1 semaine avant tout le monde. Et donc, il faut s'ajuster, quoi. Okay. J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech, comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Est-ce que à nouveau c'est très jeune tout ça, tu as commencé il y a 2024, donc ça fait 1 an. Est-ce que tu as vu ta façon d'investir un peu évoluer, notamment du fait des produits? Alors, bon, il y a 1 an, il y avait déjà beaucoup de produits IA. J'imagine que YC, je n'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup de produits qui sont AI-based maintenant, pas powered. Est-ce que ça évolue en fait ta façon d'investir vis-à-vis des produits? Oui, je pense que comme tu vois, tu investis et ensuite tu reçois les reports des boîtes dans les mois après. Donc tu as certains trucs où tu dis j'ai donné trop d'importance à ça ou pas assez d'importance à ça. Donc clairement, ça change. Et notamment sur la manière dont le revenu est comptabilisé, connaître un peu les pièges, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus précis dans les questions que je pose. Ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Sur les produits en eux-mêmes, tu vois, il y a typiquement toute une catégorie dans laquelle j'ai jamais trop cru au début, qui était les AI SDR. En fait, aussi lié à nous, notre propre expérience, où quand on a fait YC, on faisait déjà beaucoup de revenus, mais c'était pas du revenu qui était récurrent, c'était transactionnel, ce que tu fais assez rapidement dans le recrutement.
Et je vois plein de gens qui tombent dans ce piège-là d'avoir des revenus élevés mais qui sont transactionnels. Donc je suis assez méfiant par rapport à ça. Et donc typiquement à SDR, j'ai toujours fait super gaffe, d'autant plus que les valos étaient très élevés. Pourquoi? Alors juste attends, et SDR c'est quoi? Ouais. Tu viens remplacer les SDR, donc qui sont les gens qui prospectent par ça peut être des agents, enfin une techno IA. Oui. Pourquoi le modèle économique ne serait pas du récurrent? En fait, de manière assez large, tu as beaucoup de produits IA qui répliquent des propositions de valeur d'agence. Ouais. Et dans des métiers où il y a beaucoup de mécontentement client, mais qui est souvent dû aux clients eux-mêmes. Donc dans le recrutement, par exemple, tout le monde est mécontent de ces agences de recrutement. C'est vrai. Mais après avoir passé pas mal d'années dans le recrutement, tu te rends compte que c'est souvent qu'il y a des problèmes en interne dans l'entreprise et que l'entreprise arrive et dit recrutez-moi cette personne, j'ai pas réussi à le faire, recrutez-la moi. Mais souvent, si tu n'arrives pas à recruter, c'est parce qu'il y a un problème en interne. Ouais. Et dans le sales, c'est pareil. C'est-à-dire que les entreprises espèrent qu'elles vont pouvoir outsourcer complètement le sales à une agence qui va prendre et qui va, de manière un peu magique, réussir à gérer leurs sales. Et ça, c'est le cas avec des agences. Donc, on va tester plein d'agences qui vont faire de l'envoi d'emails automatisé ou de la prospection, des choses comme ça. Et quand ça ne marche pas, on va blâmer l'agence plutôt que se dire peut-être que c'est le produit, la proposition de valeur qui n'est pas la bonne. Et les SDR, c'est pareil. Les SDR arrivent en disant on va vous permettre de booker 20 démos par mois pour $3,000 par mois. Et donc, plein de startups qui se disent ok, je vais essayer, ça marche pas, je passe à autre chose, peut-être que je vais en essayer 2-3. En fait il n'y en a aucun qui marche, c'est peut-être pas la faute par ailleurs des SDR, mais ce qui permet du côté des SDR, comme ils ont des propositions de valeur super inflatées et exagérées, et aussi assez peu de coûts finalement, l'entreprise si elle paye $10,000 qu'à la fin elle n'a pas de clients, elle arrête, c'est pas grave, ça fait partie des coûts d'expérimentation marketing, mais ça fait aussi que c'est difficile d'avoir une rétention dans la durée et d'avoir des clients qui restent pendant 10 ans comme tu l'as chez Salesforce ou HubSpot ou du vrai SaaS. Quoi. Donc ça, c'est des technos que tu n'aimes pas trop parce que tu connais bien le modèle et la façon dont c'est fait. C'est proche du recrutement finalement aussi, les SDR. Ok. Et sur, peut-être pour venir sur les boîtes YC, tu as peut-être un biais, c'est que tu n'investis que là-dedans. Donc je ne sais pas si tu compares beaucoup avec des boîtes qui n'ont pas fait YC. Est-ce que tu trouves que en gros, de réputation, c'est des boîtes qui vont assez vite, notamment au début. Elles sont mises sous pression, il y a ce rythme de cohorte. Probablement qu'on leur enseigne aussi les manières de faire maintenant, notamment avec les nouvelles technos pour concevoir très vite leurs produits, ou en tout cas aller signer très vite du client. Tu arrives à expliquer, toi, ce qu'elles font différemment dans leur approche pour créer des produits par rapport à d'autres boîtes que tu aurais vues par le passé ou que tu vois toujours, j'en sais rien. Je pense que la différence principale, et ce qui est vraiment une très bonne chose de YC, c'est l'obsession du momentum, d'avoir du momentum chaque semaine, de signer des clients, d'avoir du revenu, d'avoir des gens qui utilisent ton... Et il y a beaucoup moins une obsession du beau produit nickel avec une UX parfaite. Au contraire, il va y avoir plein de boîtes YC qui vont faire des produits en particulier maintenant qui sont vibe codés, créés avec de l'IA, où tu as des pans entiers de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Mais il n'y a pas trop de honte par rapport à ça. Peut-être qu'il en faudrait un peu plus, peut-être un meilleur niveau d'exigence parfois. Mais ça, c'est je pense aussi une force. C'est je lance le truc et je vois, et back to les ASDR, c'est un peu le même truc. Je vais lancer, je vais voir si ça marche, est-ce que les gens utilisent, est-ce que ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, je vais passer à autre chose. Donc je pense qu'il y a cette obsession de il faut que ça avance, ce qui fait à l'inverse que parfois les boîtes vont pivoter très rapidement au lieu de persévérer, de continuer. Et il y a parfois aussi, je pense, un ressenti un peu court terme avec peut-être le mythe du pivot, il faut pivoter rapidement, vite, etc. Qui fait que le niveau d'exigence aujourd'hui en software, il a augmenté. Si quelqu'un n'utilise pas ton produit, c'est peut-être pas simplement une question de produit. Et je pense qu'aussi la définition du produit, d'ailleurs c'était une question, j'y pensais en venant, que je voulais te poser, c'est le produit, c'est effectivement l'interface visuelle, mais c'est aussi ton customer support, c'est aussi tout ce qui se passe autour, ton onboarding, les vidéos YouTube que tu vas avoir à côté, etc. Et je pense que peut-être qu'il y a moins cette patience de construire tout l'écosystème autour, qui fait que je pense qu'il y a plein de boîtes qui pivotent alors qu'elles pourraient persévérer et continuer, juste se dire ok, en fait c'est ça qu'on fait, on va brouiller le truc et on va faire. Il y a peut-être à l'inverse une dimension un peu parfois opportuniste, de on va voir si ça marche et si ça marche pas on fait autre chose. Ça c'est propre à YC ou c'est ce que tu vois en général sur les boîtes en ce moment avec Je dirais que c'est particulièrement le cas à YC, parce qu'on te biberonne vraiment à si tu fais pas une boîte qui vaut 1 milliard, il faut que tu changes. Et ce qui fait que tu as moins la place tu vois, il y a un truc qui est très impatient. Puis tu vois dans ton batch, encore une fois, la boîte qui est passée de 1 à 10 millions de revenus en un an. Alors il n'y en a pas énormément, mais juste tu dis j'étais à côté d'eux,
pourquoi pas moi? Donc tu cherches ce truc-là, Ouais. alors que parfois ça prend du temps, quoi. Et est-ce que tu as eu écho de... Donc là, il y a toutes les équipes produits et engineering sur des boîtes plus avancées se posent la question vraiment de est-ce qu'on conçoit bien le produit maintenant, notamment avec les outils qui sont arrivés et toutes les trends qu'on voit sur des outils de prototyping et de coding, tu vois, coding agents. Donc là, je parle des V0, des Bolt, des Cursor, des Lovable et Enco, Replit. Est-ce que tu entends parler chez YC qu'il y a eu des recos, soit de la part de YC, soit que naturellement, les fondateurs et fondatrices ont commencé à utiliser ces technos beaucoup plus rapidement. Enfin, ça en est où en fait? Ouais, alors donc, il n'y a aucune reco officielle, mais par contre tout le monde l'utilise à 1000%, parce que comme c'est un environnement qui est super compétitif et qui est encore extrêmement piloté par le momentum, tu vois, il faut utiliser toutes les armes qui sont à disposition. Ouais. Et là, c'est pas une question de est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est plutôt comment est-ce que je le fais fonctionner, quoi. Ouais. Comment est-ce que j'en tire le plus. Et comme dans l'eau, tu te dis, et tu vois, toute personne qui a commencé à vibe coder se dit, ou un Lovable ou un Replit se dit, ah ouais, mais en fait, ça marche pas, c'est nul, je vais dropper. Mais comme tout le monde fait ça, tout le monde teste, il y en a qui poussent plus ou moins. Tu as entendu parler de la personne qui a réussi à le faire fonctionner, tu lui parles, il dit ah bah en fait c'est ça, il va te partager ses prompts et ça se dissémine super rapidement, tu vois. Je sais pas, à midi au repas, on parlait de Sora, l'application Sora qui était annoncée en début de semaine. Il y a plein de gens qui l'utilisent dans le coworking. Mais il y a une énorme protection sur la propriété intellectuelle. Par exemple, tu ne peux pas demander de faire des images qui viennent de films. Et donc, les gens partageaient leurs techniques pour jailbreaker ça, tu vois, juste sur la pause du déjeuner. Et c'est tout le temps ça, quoi. Tu vas parler de comment tu as essayé de rendre ça plus efficace. Et donc, ouais, il y a une adoption qui est absolument dingue de Cloud Code, de tous les outils de prototyping, Lovable, Replit, etc., qui te permettent de tester des features pour ton app. Des coding agents, de codex, ça c'est sûr. Ouais, et c'est des questions que tu demandes ou pas du tout? Est-ce que les gens utilisent ça? Ouais, genre quand tu parles aux boîtes, est-ce que tu te demandes Non, des mais vérifications honnêtement, que tu fais? tout le monde Tout le fait en fait. Je veux dire, c'est Hyper intéressant. ouais. Ouais. Tout le monde a adopté ça. Même sur des produits censés être des produits, parce que YC investit aussi dans des boîtes avec des produits très complexes, même sur du hardware parfois, donc ça c'est autre chose. Voilà. Mais Ouais. si on reste sur du software, toute typologie de produit, tu penses que... Si tu fais du software, tout le monde utilise de l'IA pour développer. Ouais. À plus ou moins grand impact, tu vois, mais je veux dire, c'est évident aujourd'hui. Est-ce que tu as eu écho aussi du fait que donc souvent les binômes ou trinômes chez YC parfois des fondateurs, je sais pas Ouais, si même prenez... parfois jusqu'à 6-7. Ah, 6-7, ouais. ok. Donc il y a souvent un ou plusieurs ingénieurs et puis des profils peut-être plus business. Ouais. Est-ce que tu as eu écho que les ingénieurs arrêtent de mettre les mains dans le code comme avant et finalement tout le monde se met, CEO compris, futur CEO compris, sur ces technologies ou est-ce qu'il y a toujours un peu une répartition des rôles qui est, tu as toujours un profil business qui touche pas du tout au produit et des ingés qui mettent quand même un peu les mains dans le code mais Je pense que effectivement, ça rend tout le monde plus technique. Ouais. Donc, y compris les personnes qui sont absolument pas techniques aujourd'hui, tu peux changer du wording dans ton app facilement. Ouais. Avec Cloud Code, tu vois, des trucs assez simples, construire des mini-features, changer des boutons, etc. Donc ça, c'est sûr que ça a ouvert énormément de gens qui étaient non techniques. L'autre chose qui est intéressante aussi, le pendant de ça, c'est que j'ai remarqué que YC investissait beaucoup plus dans des founders qui avaient un certain avantage sur le go-to-market, qui étaient des gens qui avaient des communautés TikTok ou des chaînes YouTube, en se disant la barrière à l'entrée, finalement, maintenant, elle bascule un peu plus sur comment est-ce que tu distribues le produit. Ça devient de plus en plus simple de créer un produit, mais comment est-ce que tu le distribues? J'allais t'en parler justement, c'est la prochaine question. Est-ce que tu penses que l'IA, ou alors autre chose d'ailleurs que l'IA, a abaissé les barrières à l'entrée pour se lancer? Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Le coût marginal du développement web est en train de venir à zéro. Enfin, tu vois, tout le monde peut se créer des micro-apps dans son coin. Donc, c'est sûr que ça a baissé la barrière à l'entrée pour le logiciel. Ce qui fait que, naturellement, le niveau d'exigence va aussi augmenter pour le logiciel. Tu vois, dans le recrutement, on l'a vu, par exemple, dans les 5 dernières années, ça a été lié à deux choses. C'est déjà remontée des taux et baisse des budgets dans le recrutement et puis tout le recrutement qui était impacté, mais aussi l'IA, où avant les équipes de recrutement avaient plein d'outils qu'on appelle point solution, avec une spécialisation à chaque fois, un outil pour gérer les candidatures entrantes, un outil pour faire de la prospection, de la chasse, un outil pour gérer les entretiens, les calendriers des entretiens. Et là, la nouvelle tendance, ça fait déjà 2-3 ans, c'est que tout est centralisé dans un seul outil. Okay. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on va voir dans les outils plus élevés, qui va juste avoir
épaisseur de feature qui va vraiment se développer. Mais tu vois, à un moment, tu ne peux pas créer non plus une infinité de nouvelles features. Donc peut-être que ces outils qui sont vibe codés aujourd'hui vont aussi avoir ces nouvelles features aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les incumbents, les acteurs existants réagissent, quoi. Et donc, ouais, c'est intéressant, tu disais que le mode, donc le fossé se fait sur la distribution. Tu as des influenceurs, donc c'est des gens, c'est quoi? C'est des influenceurs qui viennent fonder des boîtes chez YC qui sont pas forcément ils sont primo entrepreneurs. Il y en a. C'est pas forcément des influenceurs, tu vois, c'est pas des Joe Rogan ou mais c'est des gens avec des petites communautés qui ont distribué, ou plus ou moins grandes communautés, qui ont déjà une expérience, qui ont, tu vois, généralement qui ont leur propre communauté. Ouais. Et parfois, c'est aussi des personnes qui ne sont pas forcément influenceurs eux-mêmes, mais qui maîtrisent parfaitement les codes. Tu vois, dans la dernière boîte dans laquelle j'ai investi, enfin, dans le dernier fonds, j'ai investi dans une startup qui s'appelle Pingo AI, qui fait une application mobile pour les langues, qui te permet de t'entraîner avec une AI à faire de la langue. Et eux, leur go-to-market passe essentiellement par gérer une armée d'influenceurs sur TikTok et les nourrir des bonnes pratiques sur comment faire des vidéos, etc. Et tout organiser ça. Donc, c'est du go-to-market engineering presque, tu vois, ils ont vraiment réfléchi là-dessus, mais de manière différente de ce qu'on imaginait avant, parce que, tu vois, il y a 5 ans, c'était soit des ads, soit des SDRs, du cold email, quoi. Et là, ça a beaucoup changé. Avec plus une autre grosse tendance, c'est vraiment plus le founder-led marketing, où le founder représente beaucoup plus la boîte, et on le voit aussi à plus grande échelle, tu vois, avec les Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc., qui le faisaient déjà un peu, mais qui commencent à le faire de plus en plus. Et ça va devenir, je pense, de plus en plus le cas avec l'IA. Ça va être de plus en plus simple de créer du contenu, de créer des vidéos. On va avoir plein de vidéos d'influenceurs générées automatiquement. Et donc, notre attention va se recentrer sur les quelques personnes qu'on connaît, en qui on a confiance et qu'on suivra, quoi. Tu as investi dans Fluently? Tu parlais d'appli de langue. Non. C'est par YC. Non, tu la connais pas, celle-là? Non. Ok, hyper intéressant. Je crois qu'elle est assez récente en vrai, mais je l'ai utilisée, c'est pas mal. Ok. C'est une IA qui te parle en fait, qui tu peux parler anglais, qui va te scanner tout ce que tu as dit, te proposer des mots alternatifs, refaire ta grammaire, etc. C'est vachement foutu. Mais c'est français du coup. Non, c'est des, je pense, qui sont d'Europe de l'Est, mémoire. Et énorme strate de distribution sur LinkedIn. Tous les founders sont dessus, mais attention, les posts sont énormes. Ils font des trucs assez épatants. Et du coup, je pensais que c'était même Fluently qui a été renommé dans c'est quoi, Pingo, ça mais ça doit être un concurrent. C'est pas la même. Mais ouais, founder-led marketing, quoi. Ouais, excellent. Est-ce que tu penses qu'on atteindra un moment où les produits seront entièrement conçus par l'IA? Pas facile comme question évidemment, mais tel qu'on voit la trend, etc. Est-ce que tu as déjà de l'intuition là-dessus, un peu de pif? Je pense que c'est un peu comme quand je vois parfois des founders qui disent je veux faire la première boîte à 1 milliard avec 10 personnes, ou tu vois, on veut être 10 personnes jusqu'à l'IPO, etc. Les gains de productivité, à un moment, ils sont répartis, tout le monde les a. Donc, si toi, évidemment, on va faire des produits uniquement avec de l'IA. C'est évident. C'est quasiment le cas aujourd'hui. Tu peux quasiment faire une app entière juste avec de l'IA. Donc, c'est sûr que dans 5 ans, tu pourras dire fais-moi un CRM entier et tu pourras le faire. Donc, oui, il y aura des produits qui vont exister. Mais ce qui veut dire que ces produits-là, ils perdront énormément de valeur. Donc, qu'est-ce qui aura de la valeur? Ce qui aura de la valeur, c'est probablement sur le CRM, par exemple. Créer un CRM, c'est pas extrêmement difficile. Tu vois, créer Salesforce, techniquement, c'est pas très difficile. Par contre, là où Salesforce est très fort, c'est de partager leurs bonnes pratiques, de faire du coaching, d'avoir une vision opinionated de leurs produits, de c'est comme ça qu'on utilise Salesforce, d'avoir un écosystème qui permet de... Et donc ça reste de la conception produit, tu vois. Si tu fais un outil qui délivre une feature, tu vois, si c'est faire quelque chose qui prend un texte et qui le traduit, par exemple, on voit déjà que c'est complètement commoditisé. Maintenant, si c'est pour tu vois, faire de manière différente, tu auras toujours une réflexion humaine, je pense, pour donner cette opinion-là, cette vision, et parce qu'en réalité, il n'y a pas un produit ultime, tu vois, il n'y a pas un bon CRM, c'est toujours un bon CRM pour un use case. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ok, nous on va faire le meilleur CRM pour telle industrie, parce qu'il y a des cycles de paiement qui sont plus longs, ça implique ça. Et l'app en elle-même sera peut-être entièrement codée par l'IA, mais les concepts high level et la vision du produit, je pense, appartiennent aux humains, parce que c'est une dimension de choix. Même parfois, tu vas avoir tort, mais tort d'une manière qui fait que ce tort-là parlera à une certaine partie de ton marché, quoi. Est-ce qu'il y a un secteur où tu aimerais investir plus, tu aimerais avoir des solutions davantage, et tu te dis merde, il n'y a personne qui se lance là-dedans, c'est dommage, alors que j'ai investi dans beaucoup de choses? Il y a un secteur où j'aimerais investir plus, c'est le nucléaire. Ouf, ok. Marrant. Ouais.
Marrant, je sais pas si c'est marrant, mais vas-y, raconte. Ouais, non, mais je pense que c'est assez logique, quoi. Je pense que c'est une source d'énergie abondante, même la fission nucléaire. C'est une source d'énergie abondante, peu chère, peu polluante. C'est un truc assez ultime et je pense que la planète bénéficie de plus d'électricité, tu vois, en particulier à un moment où on s'inquiète beaucoup, plus en Europe qu'aux États-Unis, mais tu vois, de ressources limitées. Plus d'électricité, plus d'énergie, c'est mieux pour tout le monde. Et en fait, les ressources nucléaires, plutonium, uranium, etc., on en a à gogo. Donc, et j'en vois pas énormément. Et tu vois, il y a eu énormément d'innovations dans le nucléaire dans les dernières années. J'ai vu quelques boîtes. Je trouve ça super intéressant. Je pense qu'il serait top qu'il y ait plus de founders là-dedans. Tu vois, après, moi-même, si je devais lancer une boîte dans le nucléaire, je ne saurais pas par où commencer, quoi. Il y en a chez YC qui viennent faire YC. J'ai investi dans une boîte qui fait des réacteurs de fusion nucléaire pour les bateaux. Mais qui sont en avance de phase de plusieurs années. En gros, aujourd'hui, la fusion nucléaire, il n'y a pas du tout. Et l'idée, c'est qu'ils essaient de se positionner pour être les premiers, le jour où la technologie est dispo, si elle arrive, pourront faire ça. Et ils bénéficient, ces gens-là, de l'accompagnement web. Parce que je veux dire, c'est pas du tout le même rythme qu'un software, quoi. Non. Ils apprennent quoi chez YC? Ok, il faut aller vite, d'accord. C'est une bonne question. Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la dimension. Comment est-ce que tu arrives, même avec un business comme ça, à créer du momentum? Comment est-ce que tu peux créer des milestones intermédiaires qui sont de l'intérêt de la part de clients avec ce qu'on appelle. Pour tout ce qui est hardware, donc j'ai fait plusieurs boîtes dans le hardware, probablement 10 ou 15% du portfolio, donc du satellite, une boîte qui fait des data centers dans l'espace par exemple. Les milestones intermédiaires que YC recommande, c'est des letters of intent, des LOI, qui sont signés par des clients qui disent si cette technologie existe, moi je m'engage à en acheter tant. Donc tu vois, il y a quand même une manière d'avoir un peu cet effet-là. Excellent. Donc je pense que moi, j'adorerais investir plus dans le nucléaire, même dans le hardware au sens large, dans des endroits parce que je pense que c'est un impact sur la planète qui est quand même beaucoup plus important que tu vois, un voice agent ou un truc. Donc c'est aussi important et tu fais des gains de productivité et c'est super si tout le monde a un meilleur support et résout des problèmes plus rapidement et passe moins de temps au téléphone, etc. Mais à un moment, le point bloquant, c'est est-ce qu'on a suffisamment de ressources, est-ce qu'on a suffisamment d'énergie. Est-ce qu'il y a des boîtes dans lesquelles tu aurais aimé investir, qui ne sont pas forcément des boîtes de YC, où tu te dis, mais Facile, elle m'inspire beaucoup, ou des boîtes qui t'inspirent, peut-être? Ça peut être la question alternative. Il y a plein de, tu vois, quand je repense à notre batch YC, dans notre groupe Office Hour de YC, donc 150 boîtes qui font YC, ensuite est redistribué dans une quinzaine de groupes où il y a 5 startups ensemble, et toutes les 2 semaines tu te vois et tu dis voici ce que j'ai fait les 2 dernières semaines, mon objectif pour les 2 dernières semaines c'est ça. Ensuite tu as un partenaire qui dit c'est pas assez, tu dis ok bon mon objectif ça va être ça, c'est toujours pas assez, ok c'est ça, et après tu reviens. Bon bref, dans ce groupe là il y avait Posthog, il y avait Motion qui vient d'annoncer un tour de 500 millions et il y avait une autre boîte, je me souviens plus ce que c'était. Dans notre batch, il y avait aussi Airbyte, et je crois que tu as interviewé Jean. Donc tu vois, en fait, juste très proche de nous, tu as plein de boîtes qui vont exploser. Et c'est ouf de se dire ça, quoi. Tu vois, c'est assez fascinant. Et les mecs de Motion, ils étaient vraiment au tout début. Ils ont galéré sur autre chose pendant 2 ans. Finalement, ils ont pivoté. C'est ça qui a fonctionné. Posthog, tout début, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Les mecs, ils étaient à moitié là aux Office Hours et tout. C'était vraiment... Et ouais, je trouve ça assez fascinant, quoi, te dire. C'est super inspirant. Et hors YC, il y a des boîtes qui t'inspirent? Ou que t'es impressionné, tu t'es dit waouh, l'histoire est dingue. Je suis assez impressionné par tu vois, toute la génération de boîtes européennes qu'il y a, les Lovable, les Eleven Labs. Je trouve ça. Eleven Labs, je suis vraiment très impressionné. Les chiffres sont dingues, et puis c'est vraiment quelque chose qui est utile et qui power. Tu vois, il y a plein de startups de YC qui sont branchées sur des Eleven Labs ou d'autres. Donc ça permet de rendre aussi énormément d'autres startups. Donc ça, c'est très cool. Moi, j'adore Anthropic comme produit, comme boîte. Je trouve que, évidemment, ce que fait OpenAI, c'est dingue. Et je m'amuse beaucoup avec Sora depuis quelques jours. J'ai vu ça. Ça manque pas de boîte. Ça manque pas de boîte dans le coin inspirante et dans laquelle tu voudrais investir. Tu regardes un petit peu encore ce qui se fait en Europe? Tu parlais de l'Europe à l'instant, ou en France? Pas spécialement, ou pas de manière très active. J'y suis exposé naturellement, mais enfin, je dirais pas que je fais une veille très active. Ok, ça m'intéresse si tu as une opinion à me donner sur peut-être soit la différence entre des fondateurs, les boîtes européennes et US, ou alors peut-être sur l'utilisation de l'IA. Je sais qu'il y a des sujets en ce moment là-dessus. Il y a des gens
des Français notamment dans la vallée qui perçoivent que l'utilisation est un peu différente, soit en termes de use case, soit en termes de maturité. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent comme ça quand je te pose la question sur US Déjà sur France. l'utilisation de l'IA et sur les use cases, mais en fait, je pense que ça se rejoint. Je pense qu'en France, il y a beaucoup moins d'urgence. Il y a beaucoup plus de... Et ça ressemble à un jugement, c'est pas le cas, mais il y a beaucoup plus de confort dans le sens où quand tu crées ta boîte, tu vas lever de l'argent auprès de la BPI ou d'autres investisseurs, tu as un peu d'argent, peut-être que tu peux lancer ta boîte avec le chômage, tu as du temps, tu restes, un moment, tu as le crédit impôt recherche, tu as le JUI, etc. Donc tu as un peu un truc, et en plus, comme il y a quelques succès, mais pas non plus énormément, dès que tu commences à avoir un succès décent, tu participes à des événements, tu donnes des podcasts, tu fais des trucs comme ça, et tu as une vie qui est super confortable. Quand tu es à Paris, tu vois, c'est très confortable, et ta vie dans une vie confortable. À SF en particulier, c'est l'inverse. Tu es toujours dans l'inconfort. Même quand tu as fait une boîte énorme et que tu as un gros succès, tu es toujours dans l'inconfort parce que tu as toujours une personne qui a fait 500 fois plus gros que toi, parce que tu as toujours une pression, tu as toujours un FOMO permanent, avec les problèmes que ça implique aussi. Et parfois aussi, tu vois, une forme d'opportunisme et de recherche du truc. Et cette urgence-là, elle fait que, tu vois, quand tu me dis est-ce que les boîtes YC utilisent de l'IA, je trouve que c'est la question, est-ce que je demande aux founders s'ils utilisent de l'IA? La question ne me serait même pas venue à l'esprit, à tel point c'est évident aujourd'hui. C'est comme si je leur demandais est-ce que vous codez sur un IDE ou est-ce que vous codez sur papier, quoi. Et je me rends compte parfois, quand je parle à des startups françaises, que c'est pas le cas, qu'il y a moins cette urgence, qu'il y a plus ce truc de bon, on va voir, ouais, j'ai essayé un peu, ça marchait pas trop. Et en même temps, tu vois, une fois que tu es lancé dans ton truc en France, c'est assez difficile de tuer une boîte. Si tu tues une boîte, après, tu peux en relancer une nouvelle, etc. Donc tu vois, les cycles sont beaucoup plus longs, quoi. Et ça, je le ressens énormément. Et sur l'adoption de l'IA, je trouve ça dingue que parfois j'entends parler de start-up où on dit non, personne n'utilise de l'IA, on a décidé qu'on n'allait pas l'utiliser l'IA parce qu'on n'y croit pas, on pense que ça ne marche pas. Ça me semble, c'est comme on n'utilise pas le clavier, on utilise un truc pour télégrapher les trucs parce que le clavier c'était compliqué à apprendre, tu vois, je veux dire. Il y a plus de scepticisme quoi, dans ce que tu dis. Il y a du scepticisme et aussi il n'y a pas vraiment d'urgence, quoi. Peut-être que j'utiliserai l'IA dans un an quand ce sera mature. Ici, c'est faut que j'y aille maintenant, faut que j'utilise, faut que je devienne le meilleur à utiliser pour pouvoir lever un tour juste avant mon concurrent. Il y a beaucoup plus ce FOMO permanent et cette urgence permanente. Ouais. Ok. Donc, ce que je peux te dire là-dessus, c'est je pense que toutes les boîtes en France s'y intéressent. Je pense qu'il y a probablement des boîtes sceptiques, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi de la peur. Il y a de la peur, notamment chez les ingénieurs. Les sceptiques disent quoi ? Je pense que les sceptiques, c'est ce que tu as dit. Il y a une partie qui doit se dire j'ai joué un petit peu avec et bon, ça ne s'applique pas dans mon truc. Ou alors, de toute façon, ça va être compliqué d'embarquer toute mon équipe dessus. Tu vois, ils voient les barrières en fait. Ce qui est une réalité. Enfin, il y a des barrières. Tu vois, il y a des décisions dures à prendre par les boîtes elles-mêmes, etc. Je pense par contre qu'il y a pas mal de boîtes qui font joujou avec et qui essayent de se professionnaliser mais qui ne savent pas comment encore. Les grosses questions que moi je peux voir sur le marché français, c'est notamment quel impact ça va avoir sur les orgas, la façon de s'organiser. Ce qui ne veut pas dire licencier des gens, c'est plutôt genre est-ce que les orgas évoluent. Si elles évoluent, par exemple, si je te parle de conception produit, le PM il devient quoi ou la PM. L'ingénieur devient quoi? Le designer devient quoi? Qui fait quoi? Est-ce que d'ailleurs les rôles évoluent? Ça, c'est des questions qu'on a en ce moment, que toutes les boîtes se posent. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont un peu plus vite, qui sont mieux financés. Je pense à des boîtes comme Penny Lane, qui ont recruté des gens qui font que ça. Alan, tu vois, des gens comme ça. Mais tu as peu de boîtes qui mettent les ressources. En tout cas, je vois, à ma connaissance, c'est peut-être que ça existe, je vois pas de boîte se dire ok, c'est all-in sur l'IA, on arrête tout et on se remet dessus, etc. Tu vas avoir des pivots. Il y a une boîte qui s'appelle Strapi en ce moment, que tu connais peut-être, qui a décidé, produit historique qui marche plutôt pas mal, de se dire on est en danger si on fait rien. Donc ils reprennent de zéro, tu vois. Mais j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup du tout. Donc, oui, c'est vrai que c'est difficile. Il faut faire. C'est une routine qui est différente, une organisation, ne serait-ce que la manière de t'organiser tes fichiers, de créer, il faut tout documenter, il faut créer des tests partout parce que tu vas forcément avoir des problèmes. T'as pas de conseils à leur filer, toi, au fondeur là? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que c'est pas, je dis même pas qu'il faut mettre tout sur l'IA et qu'il faut faire tout avec de l'IA. Je pense que c'est juste, peut-être le conseil principal, c'est plutôt que se dire, mais ça m'arrive très souvent aussi avec de l'IA, de me dire ça marche pas, je le regarderai plus tard, tu vois, des trucs pour traiter les emails, pour vibe coder, etc. J'essaie vraiment de me forcer maintenant à me dire, plutôt que de me dire est-ce que ça marche ou pas, c'est plutôt comment est-ce que je le fais marcher.
Tu vois, c'est pas genre est-ce qu'on va devoir restructurer toute la boîte, etc. C'est ok, comment est-ce que je le mets en place dans ma boîte? Et peut-être que chaque boîte va avoir une approche différente, mais c'est vraiment genre je veux le faire fonctionner. Comment est-ce que je le fais fonctionner? Comment est-ce que je peux en tirer le plus possible? Qui sont les personnes à solliciter d'abord? Quelles sont les équipes à solliciter? Ce ne sera pas partout, tu vois. Et je ne dis pas qu'il faut faire un pivot à 360 et flipper toute la boîte sur l'IA, mais c'est comment est-ce qu'on le met en place plutôt que est-ce que ça marche ou pas. Vous êtes concerté avec Grégoire Gambato avant le podcast parce que vous dites exactement la même chose. C'est vrai? Vous avez dû en parler. Hein. C'est vrai, il dit ça? Exact, mais à 2 mots près. Hein. Je pense qu'il m'entend. Il t'entend dans les couloirs et puis il répète ce que tu dis. Ça me fait penser à un truc, on parlait de scepticisme et des réflexions, un truc que j'entends beaucoup mais que j'entendais avant la vague de tous ces outils de prototyping. C'est, tu sais, donc la vague des outils de low-code, notamment avec Bubble à l'époque, l'arrivée massive de Zapier et des équivalents alors, en value propre, hein, N8N, enfin N8N et Make. C'était souvent... c'est super, mais ça scale pas. Tu vois. Et donc j'entends beaucoup ça aussi avec les Lovable et consorts. On dit, bah ouais, effectivement, on injecte du front très vite, on peut prototyper très vite, etc. Le problème, c'est que le back-end, on en fait quoi? En gros, tout ce qui est un peu dur, le code est pas bon et puis c'est compliqué une fois que c'est fait de passer à l'échelle. Donc il faut recoder tout de zéro. Tu vois. C'est ça que j'entends beaucoup en Europe en ce moment. Tu vois. Je sais pas si tu as les mêmes constats aux US, c'est technique. Hein, Non, c'est sûr que c'est le cas. Je pense que le lien, c'est justement comment est-ce qu'on le fait fonctionner, quoi. Où est-ce que c'est fort? Où est-ce que ça peut nous aider? Et clairement, c'est pas approprié aujourd'hui à faire des systèmes ultra sécurisés, qui scale, qui tiennent des montées en charge, etc. Donc en revanche, là où ça marche très bien, c'est sur des front-end, prototyper des features, changer facilement du wording dans l'app, changer des micro-trucs dans l'application. Ça marche très bien et c'est robuste. Documenter des codebases, comprendre ce qui se passe. Typiquement, une autre manière de donner accès, c'est si tu veux donner accès à tes PM, c'est de leur donner accès à l'intégralité du GitHub et pouvoir requester avec Cloud Code qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre... En fait, quand on dit que dans telle fonctionnalité, ça envoie 100 notifications dans l'heure, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux m'expliquer pour comprendre, tu vois, pour pouvoir l'expliquer? Et ça, c'est une bonne manière de le faire aussi. Peut-être que le comment est-ce qu'on le fait marcher, c'est pas simplement faire rentrer absolument un carré dans un rond, mais se dire, ok, où est-ce que ça marche en fait? Et si on se dit, où est-ce que ça marche? Comment on le fait marcher? Ça change complètement la dynamique. C'est moins genre, j'ai ce problème, ah ouais, mais l'IA résout pas ce problème, donc je veux pas l'utiliser, mais c'est plutôt quels sont les problèmes que ça peut résoudre aujourd'hui. Toi qui connais bien maintenant le coin, la vallée, tu dois avoir beaucoup de Français, dont moi, qui te contactaient à l'époque pour venir. Est-ce que tu as un moment, un café, etc. S'il y a des Français qui veulent venir voir ce qui se passe, voir s'installer, peut-être, est-ce que tu as peut-être un truc un conseil à leur donner qui pourrait les aider? Alors déjà, le premier truc, c'est que je vois beaucoup de gens de plus en plus qui viennent et qui essaient d'être passagers ici ou qui veulent lancer les US depuis la France. Je trouve qu'il n'y a rien sans rien et c'est un des plus gros marchés au monde. Les deals sont plus gros, ils se signent plus rapidement. Tout le monde veut venir ici. Tu as des Français, des Italiens, des Allemands, des Russes, des trucs, c'est super compétitif. Ce qui fait que naturellement, quand tu es local et que tu restes long terme, tu développes une forme de protection qui est, ok, je vais faire du business avec les gens qui sont là aussi, qui font partie de la communauté. Et la communauté est super forte aux États-Unis. Donc la première chose, c'est, je pense qu'il ne faut pas penser que vous allez lancer depuis la France, vous allez juste perdre du temps, donc venez. Si vous vous posez la question, super, venez. La deuxième chose, dans l'implication, dans l'intégration arrivée sur place, quelque chose que j'ai mis aussi du temps à un peu intellectualiser. En France, tu as un peu d'usunités qui sont l'individu, donc tu connectes beaucoup avec des individus de manière décalée, et ensuite l'État. Aux US, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des petites communautés. Donc tu vas avoir ta communauté de Français, par exemple, c'est une grosse communauté, la communauté YC, la communauté de ton sport, par exemple. Donc si tu es dans un club de natation, de trail, de vélo, de tennis, de je sais pas quoi, où tu vas surfer, c'est une autre communauté. Et ça fonctionne beaucoup par communauté où les gens vont peut-être moins se voir en individuel, mais vont se retrouver dans le cadre des communautés. Tu vois, finalement, toi, tu es rentré dans cette communauté de l'endroit où on bosse qui s'appelle Alchemist, où il y a aussi Grégoire, où il y a aussi Benjamin. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est ça qui aide. Donc, si vous venez vous implanter aux US, essayez très rapidement de rejoindre des communautés. Ça aide énormément à l'intégration.
Et puis envoyer plein de messages à Robin, il se fera un plaisir. Voilà. Mais au moins, je sais, tu vois, vous vexerez pas si je vous dis non, parce que j'ai dit non à Tim. Donc, Exactement. Bonne excuse. Bon, merci beaucoup, Robin. C'était trop cool cet épisode. Merci beaucoup. avec grand beaucoup. plaisir, trop cool. Et puis, écoute, je souhaite à des Français qui nous écoutent d'aller faire YC et d'avoir Robin comme investisseur. Je le souhaite aussi. Et tu postes encore un peu sur LinkedIn, etc. Je poste un peu, ouais, il faut tu que je suis m'y un petit remette. peu encore sur LinkedIn. Ok, Donc, cool. je suis mettrai très ça actif sur LinkedIn. en lien directement. Merci beaucoup. À très vite. Génial, merci.